Salut les aventuriers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va analyser les présentateurs de koh Lanta. Hubert Auriol et Denis Brognard, deux styles différents, pourtant deux personnages qui chacun à leur manière collent avec le programme, c'est pour ça qu'ils ont été choisis. On va s'arrêter sur leur caractère qui explique leur façon différente de présenter et ça me permettra au passage de rétablir des vérités qui m'avaient échappé il y a quelques années. Des présentateurs, il y en a eu deux, donc Hubert Auriol, pilote de rallye durant la saison 1, Denis Brognard, journaliste sportif depuis la saison 2. On commence par le commencement, cousin Hub. Et donc il y a quelques années, j'avais dit ceci. Infatigable baroudeur, prévoyant, réfléchi, le sens du devoir, des inquiétudes permanentes, mais jamais de découragement, Hubert fait preuve d'une témérité à toute épreuve. Insatiable et enthousiaste, les fans de la chaîne auront reconnu un Enéatype 6 à L7, à dominante contrephobique. Oui, j'avais fait une vidéo d'1 quart d'heure qui relate sa vie. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est méfiez-vous de moi. En tout cas, méfiez-vous de mes typages à la volée. Que nenni, Hubert est un Enéatype 7 et entre nous, rien qu'en regardant koh Lanta, c'était devinable. Aucune vibration d'Enéatype 6 dans sa façon d'être, son énergie. Alors bon, si je devais résumer déjà par rapport à koh Lanta avec des mots classiques, Hubert Auriol, c'est un présentateur avec une proximité, totalement abordable. On aurait dit un pote. Il avait le sourire et les remarques chaleureuses, bienveillantes. Un exemple, parmi plein d'autres, épisode 10, quand Romain remporte l'équilibre sur l'eau, il lui sort un « Bon Romain, t'es un vrai chat hein ?» Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus solennel avec Denis, on en reparle après. Un manque de professionnalisme, sa manière de présenter faisait vraiment bon enfant, on dirait que pour lui c'était une parenthèse amusante dans sa vie, un fameux plan d'échappatoire de type 7 parmi d'autres qui a pris vie, donc il n'allait pas se prendre la tête et faire des efforts dans un métier qui n'était pas le sien. Il l'a fait à sa sauce, décontraction et sourire. Je ne saurais pas dire ensuite dans quelle mesure son rôle était contrôlé, écrit à l'avance, mais on a quand même eu des perles. Par exemple, il y a eu des scènes où il nous a fait le cuisinier et serveur d'un confort. Hubert grille les entrecôtes. Encore plus drôle, on a eu le Hubert rafraîchit les aventuriers. C'était pendant l'épreuve du totem ancestral des poteaux. Il manquait plus que le Hubert dort sur l'île avec les aventuriers et je crois qu'on touchait le summum de la proximité. Après, c'était le Hubert décide de voter. Puis, à l'épisode d'après, le Hubert a peur d'être éliminé. Enfin voilà, plaisanterie à part, le fait de montrer aussi Hubert rafraîchir les aventuriers, on voit que l'émission était à sa genèse une époque beige, pour ceux qui connaissent la spirale dynamique. À partir de la saison 3, une telle image aurait été impossible. Et puis, ça colle aussi vachement bien cette image avec le bonhomme, en fait, qui sait ce que c'est que l'aventure, que la difficulté de l'aventure, et là, en faisant ça, il tentait de diminuer la souffrance des autres. Alors, plus précisément sur son Enéatype 7, de son autobiographie, je vous sors quelques passages croustillants, révélateurs de sa personnalité. La première phrase du livre, c'est une préface écrite par son ami Henri Pescarolo. On venait de faire 3 tours du monde en quelques minutes. Hubert voulait continuer à s'amuser. Juste un petit dernier pour le plaisir. C'est Hubert, toujours plus, jamais assez. Je crois que pour Hubert Auriol l'Africain, cela aurait été sa ligne de conduite depuis sa naissance. Toujours plus. On est bien sur la première phrase du livre. Je n'avais qu'une hâte, m'enfuir dans le jardin pour jouer et faire des tours de vélo plutôt que d'étudier et faire mes devoirs. La célèbre histoire d'amour entre l'école et les 7, ou je devrais surtout dire entre l'école et les sensitifs extravertis dominants. Avec un autre étudiant qui bossait avec moi, nous avions toujours de bonnes idées pour agrémenter nos journées. Comme le jour où nous avons découvert comment endormir les poules en leur mettant la tête sous l'aile et en les berçant. Ensuite, nous lancions ces pauvres volatiles en l'air. Nous étions morts de rire. Et rien que d'imaginer le truc, qu'est-ce que je rigole. Bref, il aime déconner et la liberté, car il a eu une moto très jeune qui était un vrai appel à la liberté. Je n'ai jamais été brimé par mes parents, mais j'avais envie de me sentir libre, de me déplacer et voyager. Il dit avoir une passion pour la cuisine et les bonnes choses. Il se déclare épicurien.
J'ai toujours eu cette passion pour les bonnes choses. Dans mon appartement de la rue Quincampoix, j'avais installé une grande table pour les copains. Une époque où on mangeait énormément de viande, les dîners c'était viande et pinard. Le plaisir était de pouvoir ouvrir une bonne bouteille et une autre si elle ne suffisait pas. La proximité de la cave était un atout. Pas de doute, cet homme était destiné à faire cuire les entrecôtes dans koh. Enfin, étant soumis à l'évitement de la souffrance, il y a chez de nombreux Seth un regard émerveillé sur ce qui lui arrive, sur le lieu, les gens ou les projets, ça dépend. Mais en tout cas, il y a cet œil qui veut voir le positif uniquement. Donc, il y a des superlatifs qui apparaissent, comme dans la citation ci-dessous, et je finis là-dessus pour Hubert. À mon retour du Dakar à Paris, Xavier Couture me propose d'animer un tout nouveau jeu nommé koh. C'était une équipe fantastique et un cadre exceptionnel. Je suis resté 6 semaines dans des conditions de rêve. Je ne serais de l'aventure qu'une seule année. Je ne voyais pas mon avenir à la télévision. Et j'ai été très bien remplacé par Denis Brognard, Monsieur koh. Monsieur koh, Monsieur Brognard. Aux commandes depuis plus de 20 ans, Denis fait partie de l'identité de koh. Alors le style Brognard, qu'est-ce que c'est? Du professionnalisme. Il a un phrasé littéraire, une aisance dans toute situation et un vouvoiement des candidats qui arrivera très tôt dès la saison 4. Ce rôle omniscient, le gars sait tout, dont il abuse au conseil. Des questions provocatrices qui cherchent la merde, des mises au clair musclées où il remet sur les rails les équipes en perdition, partagez les rôles, trouvez-vous un chef, crevez les abcès, un arbitrage d'autorité, c'est quand même un grand gaillard, une présence d'1,91 m, une grosse voix, quelqu'un qui est à cheval sur les règles, des remontrances aux abandons, aux piètres performances, ou en tout cas au moins il va les souligner. Alors voilà, on va faire comme pour Cousin Hub et le décrypter maintenant sur le modèle de l'énéagramme, même si là son type transparaît déjà dans ce résumé. C'est donc le moment de rétablir la vérité vraie, parce que là aussi, monsieur voit du 6 partout sans chercher plus loin, a encore frappé. J'avais dit ceci, flashback, en mai 2021. Et ce qui colle aussi parfaitement à l'émission et qui participe énormément, je pense, au succès de koh, c'est le fait que notre très cher Denis Brognard est d'énéa type 6 à dominante contrephobique. Aïe, 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 aïe. Ce mauvais typage, il fait mal. C'est quand même un marqueur fort du jeu, Denis. Alors, on reprend dans l'ordre. koh, le jeu, est devenu très cérébral, certes. Ça reste cependant pour moi un jeu d'énéa type 8, aujourd'hui complètement centré en orange, d'où le côté cérébral. Et j'expliquais dans la vidéo, sur l'identité du jeu, que Denis représentait bien l'émission de par son profil, que j'estimais à l'époque 6 contrephobique. Et ceux qui connaissent l'énéagramme savent que c'est deux profils qui se ressemblent. Alors, 5 ans plus tard, j'ai fini par faire l'effort de creuser la personnalité de Denis, et c'est encore mieux que ce que je croyais. Du coup, Denis est tout simplement, et très clairement, un énéa type 8. Un instinctif extérieur, donc une énergie puissante. Je fais beaucoup de sport 5 à 6 fois par semaine. Je suis un boulimique de sport, j'en ai besoin pour mon équilibre physique et psychologique. Le sport est une drogue et une drogue dure. On l'aura compris, Denis Brognard ne tient pas en place. La pire hantise de sa jeunesse, le dimanche. Enfant, je détestais, ça me prenait au ventre. Dès la fin du déjeuner, le repos dominical est conditionné à une règle particulière édictée avec son épouse. On se dit que pour mériter de ne rien faire l'après-midi, il faut un dimanche matin actif. Voilà, le 8, c'est avant tout une énergie qui se déverse dans le monde. Autre exemple qui me permet de faire le lien avec ce dont je parle juste après, j'ai toujours trouvé que Denis avait une voix puissante, très utile dans koh, où sur les épreuves il doit crier de loin. La grosse voix, c'est une sortie d'énergie qui est assez courante chez le 8. Et donc le style de communication du 8 s'appelle impératif. Il aime les petites phrases sèches et percutantes. Et Denis, effectivement, en abuse. Et pour le coup, totalement à raison, hein, c'est pour ça que je dis que l'ego du 8 est parfait pour présenter une émission comme ça. Comme par exemple, quand il dit 3, 2, 1, go! Ou alors, stop, stop! La victoire, elle est pour les jaunes! Non,
C'était pas bon. Vous savez, dans les épreuves de puzzle, là, où les candidats stressés passent leur temps à modifier un petit truc, ils lèvent la main, ils disent, ouais, Denis, moi, ouais, j'ai fini, moi, venez voir, voir. Non, c'est pas bon. Non, toujours pas. Voilà. Enfin, bon, partout, en fait, il raffole de son style direct. Un autre exemple d'une scène célèbre, saison 10 à l'épisode 12. Victoire! L'obstination de Claude a payé. En parlant des bananes trouvées, qu'engloutissent sagement Claude écoulé en catimini. C'est un exemple parmi 10 000. Vous ferez attention désormais en écoutant la voix off de Denis. Il met des points d'exclamation partout. On va parler des aspérités maintenant. Un 8 est quelqu'un qui fait des dégâts. Conséquence logique de l'excès et de la vengeance. Les deux mécanismes principaux de l'ego d'un aîné à type 8. On sort de koh-Lanta et voici quelques anecdotes de ses collaborateurs. Le 14 juillet 2022, sur le tournage d'une émission, par rapport à la fête nationale, Denis Brognard s'en serait notamment pris de manière très violente, tout ça est cité, ce qui est mis entre guillemets, à une journaliste, prise d'une crise de panique avant de monter dans un hélicoptère, et aussi à une chargée de production. Il leur a hurlé dessus et il les a pourris devant tout le monde. C'était terrifiant, raconte un témoin, qui précise ensuite que traumatisé, la chargée de production fera même un sévère burn-out et sera hospitalisée dans les semaines suivantes. Tout le monde sait que Denis Brognard est capable de colère humiliante en public, surtout avec les femmes, assure un responsable syndical de TF1. Les témoignages anonymes sont nombreux, mais certains ont également accepté de prendre la parole ouvertement. Par exemple, la journaliste Marion Jolès dit que les 2 années passées aux côtés de Denis sur la présentation d'Automoto sont, je cite, le pire souvenir de sa carrière. Anne-Laure Bonnet, qui a co-présenté F1 à la une, confie, elle, qu'il pique des colères folles avec ses subordonnés. Ensuite, une scène particulièrement violente, cette fois-ci racontée par Charlotte Namura, se serait déroulée pendant le MAG de la Coupe du Monde de football en 2018. La chroniqueuse a eu du mal à choisir la question à poser aux téléspectateurs. Il serait mis Denis Brognard dans une colère sourde. Il se serait emporté à la coupure pub en insultant Charlotte Namura en lui disant qu'elle n'était qu'une merde tout juste bonne à sourire. Ensuite, Christophe Beaugrand nous dit « Je sais pour bien connaître Denis que c'est effectivement quelqu'un de colérique. D'ailleurs, il a lui-même reconnu que parfois il pouvait pousser des coups de gueule. » Laurent Mestret, gagnant de koh-Lanta, Denis a le sang chaud et ne fait pas les choses à moitié. Je l'ai déjà vu s'énerver, mais pas forcément face à une femme. Avec les hommes, il est aussi sanguin. Il s'est déjà énervé contre moi. Sur une épreuve, je n'étais pas allé jusqu'au bout et il avait été déçu. C'était pour me réveiller, me bousculer, pour mon bien finalement. Il peut être très humain. Quand ma mère est décédée, il m'a appelé. Sur ces débordements, Denis répond ceci. Je suis très engagé, perfectionniste et à l'occasion de 2 directs sur TF1 où la pression est très intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Voilà, donc Denis est en proie à connaître des colères excessives, des propos blessants voire humiliants, il en est conscient et il dit de lui-même qu'il est quelqu'un d'impulsif. Je note aussi le très engagé. C'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui veut contrôler les situations, c'est comme ça que je l'interprète. Et moi, j'aime bien la citation de Laurent quand il dit « C'était pour me réveiller, me bousculer, pour mon bien finalement. » Conciliez l'envie d'aider et l'évitement de la faiblesse et vous obtenez une personne qui va vous crier dessus et vous bousculer. Alors si vous vous faites engueuler d'un 8 qui est un proche pour vous, c'est très possible que ce soit une marque d'affection. Ça paraît paradoxal, mais oui, il fonctionne comme ça les 8. L'apparence est brutale, mais lui a l'intention d'être bon. Le fond, c'est de la bonté. En fait, c'est juste la forme qui est rustre. L'excès, ça peut se traduire aussi également positivement dans une générosité appuyée, une protection offerte, une prise en charge des problèmes, des difficultés des autres. Et Laurent le mentionne furtivement, Denis m'a appelé quand ma mère est décédée. C'est plutôt réconfortant comme geste parce qu'il n'est pas du tout obligé de faire ça. Je pense pas non plus qu'ils soient très amis. Mais les 8, quoi qu'il arrive, aiment des rôles de grands frères, on va dire, voire de pères de famille, puisqu'ils considèrent koh-Lanta comme une famille. D'ailleurs, par rapport aux candidats de koh-Lanta, ils déclarent « Ils partent de zéro, notamment sur les réseaux sociaux, et soudain, koh-Lanta les met sous le feu des projecteurs, donc il faut qu'ils soient prudents sur les réseaux sociaux. Les équipes de TF1 et d'ALP sont là pour les accompagner, leur donner des conseils. Ils peuvent nous interroger et moi le premier s'ils ont un problème.
Je prends régulièrement mon bâton de maréchal pour essayer de responsabiliser les gens et pour bannir ceux qui, anonymement, sont capables de proférer des menaces, des insultes. On est extrêmement rigoureux dans notre accompagnement. Sinon, on va parler maintenant des sous-types. Alors, l'instinct de conservation de l'énéatype 8 s'appelle survie. Par rapport au décès par maladie de son père, Denis a l'instinct de conservation blessé. Je suis hypocondriaque, j'ai peur de mourir, j'ai peur que mes proches meurent, j'ai une peur viscérale de la maladie. En revanche, il a des convictions, il a espoir que les choses changent et il aime agir et lutter pour faire avancer la recherche. Vous voyez là, on a un gros point commun et en même temps une grosse différence avec l'énéatype 6, c'est la vision du danger qui est en commun, sauf que le 8 croit dans le pouvoir de l'action pour annihiler le danger. Il aime se battre. D'ailleurs, Denis porte une admiration sans borne aux militaires. À la question « Quels sont vos héros dans la vie ?», il répond « Les chercheurs qui font avancer les choses et les militaires sur le terrain qui risquent leur vie pour protéger la nôtre et notre liberté. » Dans Koh-Lanta, et c'est ça en fait, je me souviens qu'il m'avait bien piégé, Denis dans sa voix off utilise énormément de projections et le vocabulaire de la peur. Après tout, le 8 conservation ayant une vision du danger très forte, rien d'anormal en fait. Puis le contexte aussi veut bien ça, il faut bien qu'il appuie là-dessus pour fabriquer le suspense, c'est son rôle. Je pense également que le sous-type social est présent chez Denis. Le sous-type social chez le 8 s'appelle, pour rappel, protection mutuelle. Voilà, Denis aime les notions de groupe, de famille, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand il protège les candidats. Et puis, il a quand même pas mal de bleu sur la spirale dynamique. Il aime sermonner les candidats quand ils abandonnent. C'est quelque chose qu'il déteste, l'abandon. Et soit dit en passant, je trouve ça personnellement un peu limite qu'un présentateur intervienne pour dissuader un candidat d'abandonner. J'ouvre une parenthèse ici, mais parce que en fait, c'est ce qui nous est montré à chaque fois. Denis discute avec la personne qui veut abandonner en le faisant culpabiliser. En creux, il leur dit « N'abandonne pas, tu passes pour un lâche ». Eh ben, c'est pas son rôle. Moi, je suis désolé. Je me souviens, il y a quelques années, je fais une comparaison avec le tennis. Il y a un arbitre qui était descendu de sa chaise à l'US Open pour dire à un joueur « Oui, tu joues mieux que ça d'habitude, ressaisis-toi, blablabla. » Eh ben, il s'est fait houspiller et suspendu quelques mois par l'ATP parce qu'un arbitre ne doit pas influencer le match. C'est comme aussi, vous savez, le prof d'histoire géo qui vous dit je devrais garder ma neutralité, mais je vais faire une exception pour le RN. Faut pas voter pour eux parce que blablabla. Voilà, Denis c'est pareil, c'est censé être l'arbitre neutre. Il ne devrait pas dissuader les abandons, tout comme il ne devrait pas poser des questions menaçantes pour les secrets, comme l'épisode des bananes de la saison 10 au Vietnam. Voilà, sauf qu'un 8, il met son grain de sel, puisqu'il aime avoir un impact sur le monde. Si ça va pas dans son sens, il réagit. Voilà. Le centre mental, il est clairement en support. Denis apprécie la réflexion, il se pose pas mal de questions. Je vais illustrer maintenant la fin avec l'interview brute, dont je mettrai le lien en description, qui était très intéressante. Par exemple, il nous dit ceci sur l'apparition de la fameuse phrase « Ma sentence est irrévocable ». La sentence est irrévocable, ça vient d'où cette histoire-là? Ça vient, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Moi, je voulais, à un moment, tu sais, très journaliste, on me dit pas ce que je dois dire. Je dirais ce qui me passe par la tête à l'instant T, en fonction du candidat. Voilà, le « on ne dit pas ce que je dois dire », ça définit le maintien du contrôle. Alors lui, il nous met ça sur le dos du rôle journalistique, mais non, non, ça fait surtout instinctif. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Ensuite, il a commencé, lui, sa carrière de journaliste grâce à son audace. Le 8, c'est un type actif qui va provoquer les choses et il fait passer le message aussi à ses enfants. Et tu commences donc ta carrière à la radio, Radio France Normandie, Caen. Ouais. Comment ça se passe? Écoute, j'en parle souvent avec mes enfants, il faut avoir du culot de temps en temps dans la vie. Et ensuite, toujours sur le centre instinctif préféré, il aime l'action, il croit en la possibilité de faire changer les choses, donc d'avoir un pouvoir, et de fait, il n'aime pas le mot chance. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est un Je mouvement? déteste ce mot. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Mais finalement, parce que les gens vont écouter ça, vont se dire « Ah bah oui, alors en fait, il y a un mec, au début, à Caen, il l'a fait bosser, après, James Sacomano l'appelle, lui laisse un message sur... »
Dans quelle mesure, en fait, c'est juste de la chance à un moment ou c'est toi parce que... C'est une opportunité, mais que j'ai saisie. Moi, je dis toujours, et je passe mon temps à le dire à mes enfants, et quand je donne des conférences de motivation dans les entreprises, je dis toujours, arrêtez de parler de la chance. Sur Koh-Lanta, quand on me dit, j'ai perdu parce que j'ai pas de chance, ou j'ai gagné parce que j'ai eu de la chance. Non, t'as perdu parce que t'avais pas forcément les compétences, le niveau à l'instant T. Et puis il y a un petit facteur chance, mais t'as gagné aussi parce que t'avais plus de potentiel que les autres. Je dis toujours que le travail, c'est 60%, le talent, c'est 20%, et la chance, c'est 20%. Et tu peux bouger le curseur de 5% dans tout ça. Mais ça n'existe pas. Tu ne réussis pas qu'avec de la chance. Alors, travail 60%, talent 20%, chance 20%, c'est une répartition de 8 qui a foi dans le pouvoir de l'action. Alors c'est marrant parce que, pour tout vous dire, la veille du jour où j'ai vu cette interview, j'avais moi-même, donc rien à voir, c'est une coïncidence, j'avais moi-même réfléchi à cette question en fait, et en tant que neuf, j'avais une répartition qui représentait mon fatalisme. Je suis un fervent partisan du déterminisme. Je me disais qu'on était plus sur du 80% de talent et 20% de travail. Alors j'avais omis la chance dans mon raisonnement parce que dans mon questionnement, j'expliquais le niveau de compétence d'un individu et pas les raisons d'un succès. Donc d'une certaine manière, la chance était incluse dans le talent. En fait, pour moi, je fais une parenthèse là-dessus, les paramètres incontrôlables ont une influence sur notre vie beaucoup plus profonde que les paramètres contrôlables. Donc pour moi, on est une somme biologique, les gènes, les hormones, neurotransmetteurs, etc., sur laquelle nous n'avons pas de contrôle. Et en plus de ça, la somme aussi de circonstances environnementales, lieu de naissance, éducation, rencontres, etc., mais sur lesquelles nous n'avons également, bien sûr, aucun contrôle. Le premier désignant le talent, le second, la chance. Mais c'est réunissable, vous voyez. Bref, si je me cale sur le découpage de Denis, on rajoute la chance, je pars sur du 50, 30, 20. On parle de la vie en général ici, hein, bien sûr, si on lance des dés, c'est autre chose. Et pourquoi moi, le travail ou l'entraînement est aussi faible, selon moi, dans ma répartition, c'est parce que l'entraînabilité, je vais appeler ça comme ça, hein, la capacité à travailler, est profondément marquée par notre biologie. Alors juste un exemple, avec l'énéagramme, pourquoi pas, qui est un modèle qui décrit une partie de notre biologie. Mais personne ne choisit son profil. On est avec, on vit avec, on meurt avec. Eh bien, un 3 alpha, par exemple, bourré d'énergie et d'abnégation à devenir le meilleur, a une entraînabilité beaucoup plus forte qu'un 7 mu, bien paresseux et attiré par les festivités. Donc, oui, on progresse en travaillant, c'est indéniable. Encore faut-il réussir à s'entraîner, et l'inégalité génétique existe aussi dans ce domaine-là. Pour plus de détails, vous avez toute une série de vidéos sur le mental de chaque énéatype, qui présente fortes et faiblesses innées de chaque type. Enfin voilà, parenthèse refermée. Donc Denis, lui, a plutôt une répartition basée sur le travail, la foi dans le pouvoir de l'action. Je veux bien d'ailleurs votre avis sur ce débat. Talent, travail, chance. Êtes-vous plutôt partisan du libre arbitre, et comme Denis, ou du déterminisme, comme moi? Voilà, en tout cas, qu'il y a un tic de langage de Denis Brognard. Je dis pas ça par hasard, attention. Dès qu'il veut faire une transition, il dit « en tout cas », je ne sais pas si vous avez fait gaffe, maintenant vous ferez gaffe. En tout cas, Denis Brognard est un énéatype 8. J'ai pas d'infos sur les ailes, mais on s'en fout. Et sinon, c'est probablement un ESTJ. Très probablement même. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelques questions ouvertes pour finir, auxquelles vous pouvez donner votre avis en commentaire. On peut se demander quand Denis arrêtera de présenter. Il a 58 ans. S'il arrête, est-ce que Koh-Lanta va se poursuivre? Si Koh-Lanta se poursuit, va-t-il y avoir d'autres changements forts dans les règles du programme? Est-ce que les audiences vont se maintenir? Réponse à tout ça dans quelques années. Allez, au plaisir de vous lire et à la prochaine. Matane.